Bonjour à toutes et tous. Donc, merci d'être présents pour ce qui est donc la cinquième session de nos webinaires mensuels. Toute l'équipe de Flora, donc la Fédération de recherche en psychiatrie et santé mentale d'Auvergne-Rhône-Alpes, toute l'équipe vous souhaite une excellente année 2026. Nous souhaitons voilà, réalisation de vos projets, une bonne santé et pourquoi pas de vos projets avec nous. En tout cas, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui et on est heureux également d'accueillir Jessica Guyot, que ma collègue Laurie Maisonneuve, donc qui est la cheville ouvrière sur le webinaire et qui va donc tout de suite prendre la parole, que donc Laurie va pouvoir présenter rapidement. Merci beaucoup et donc à tout à l'heure pour l'échange avec la salle, puisque donc vous aurez l'occasion de poser vos questions et vous pouvez d'ailleurs le faire durant l'intervention de Jessica dans le chat. Bonjour à tous, meilleurs vœux pour cette année. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e webinaire. Donc, petit rappel, les webinaires, ça a pour intérêt de valoriser nos membres, de mettre en lumière des projets innovants, interdisciplinaires ou bien emblématiques qui vont être portés par nos membres ou par les partenaires. Ces webinaires-là, ils durent environ 1 heure avec une présentation de l'établissement ou de l'institut ou du laboratoire, enfin voilà, de la personne. Et puis ensuite, c'est suivi du coup de la présentation du projet avec un temps d'échange. Ces webinaires-là, ils s'inscrivent vraiment dans une volonté de faire rayonner en fait la recherche dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en psychiatrie et en santé mentale. C'est pourquoi aujourd'hui on accueille donc Jessica Guyot qui est coordinatrice de l'Institut Présage qui va du coup nous présenter son projet qui s'intitule donc Construire des liens durables entre recherche et société, les enjeux du transfert de connaissances en prévention. Juste avant de donner la parole à Jessica, je voulais vous informer que ce webinaire-là est enregistré. Donc, si vous souhaitez ne pas être visible sur le replay du webinaire, je vous invite à couper vos caméras. Et durant la présentation également de Jessica, merci de bien couper votre micro. Vous pourrez les réactiver ensuite pendant le temps d'échange. Et vous pouvez également écrire dans le chat si vous avez la moindre question. Voilà. Et je vous donne la parole, Jessica. Merci beaucoup. Merci beaucoup déjà à la Fédération Flora là, de m'avoir invité. Julien et Laurie, merci beaucoup. Je vous souhaite aussi, parce que c'est cette saison, je vous souhaite mes meilleurs vœux et vous présente mes meilleurs vœux et vous souhaite une très bonne année 2026. Et pourquoi pas cette année sous le signe donc, du transfert de connaissances, puisque c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, pour me présenter rapidement, moi je suis coordinatrice de l'Institut Présage. Pourquoi je vous parle du transfert de connaissances, c'est que je viens de prendre mes fonctions de coordinatrice et avant ça, pendant 4 ans, j'étais en charge de l'axe transfert de connaissances de l'Institut Présage. Donc l'Institut Présage, qui est l'Institut Prévention et Santé Globale, donc c'est un institut de recherche où on met en place des recherches, alors plutôt dans le champ de la santé publique, mais on a aussi à l'Institut Présage une chaire santé mentale qui travaille beaucoup d'ailleurs en lien avec la Fédération Flora. On met en place plutôt des recherches de type interventionnel, interventionnel en santé des populations. Alors voilà, moi je voulais vous parler un petit peu du transfert de connaissances parce que je pense que c'est, alors j'en suis convaincue, mais je ne suis pas la seule, c'est un enjeu essentiel à l'heure actuelle. Et parce que c'est quelque chose que nous, on cherche à développer. On fait de la recherche et le constat, il part que souvent, on fait nos recherches et une fois que notre recherche elle est terminée, en tout cas nous, de notre point de vue de chercheur, on se rend compte que on a toujours ce petit regret de se dire mais qu'est-ce qui se passe après? Finalement, on a passé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour les plus grands projets de recherche. Et puis, une fois qu'on a fait la preuve de l'efficacité d'une intervention, elle n'est pas toujours reprise et utilisée auprès du public cible pour lequel on l'a pensé. Ça crée, en tout cas chez moi, c'est quelque chose que j'ai fortement ressenti et que beaucoup de mes collèges partagent, ça crée une certaine frustration. Donc, on se dit qu'il y a quelque chose qui doit être fait et mieux fait pour que justement il y ait un dialogue qui soit davantage efficace entre
ce que j'ai appelé, enfin, c'est pas moi qui l'ai appelé d'ailleurs, mais on parle de triptyque de la santé publique, et moi là j'entamerai avec le triptyque du transfert de connaissances pour poser un peu le cadre. Donc on a, et moi je me situe plutôt dans cette catégorie-là, la sphère plutôt scientifique de la production de connaissances avec les chercheurs, les institutions scientifiques, qui génèrent des preuves, des données, des modèles, des analyses, et qui regroupe un certain nombre d'acteurs, des agences, des laboratoires, des universités, des chercheurs bien sûr, qui a des caractéristiques qui lui sont propres, la rigueur méthodologique, une temporalité qui est longue, et vous verrez, j'y reviendrai sur la temporalité, mais c'est un point qui est important, qui fait aussi que finalement ces sphères-là ne dialoguent pas toujours entre elles, et puis une communication aussi scientifique qui est spécialisée. Et le défi dans le cadre du transfert de connaissances, c'est pour ces acteurs-là de rendre la connaissance pertinente, intelligible et puis actionnable pour justement les autres sphères. Alors les autres sphères, je ne vous apprends rien, on a la sphère politique, administrative, des gestionnaires, des décideurs publics, qui transforment la connaissance en politique, en plan d'action, en financement, en règlement. Donc pareil, on a des acteurs qui sont très très variés, hein. Ça peut être des décideurs publics, des élus, mais aussi des gestionnaires, hein, des directeurs d'établissements, etc. Et eux, leur défi, en termes de transfert de connaissances, ça va être d'accéder à des connaissances qui soient fiables, qui soient rapides. Là, on est dans une temporalité qui est rapide, voire très rapide, si on prend le contexte actuel à laquelle les gouvernements défilent, et puis qui soient aussi contextualisés. Et puis enfin, on a donc la troisième sphère, celle de l'intervention et des pratiques de terrain, qui va mettre en œuvre les programmes, qui va chercher à changer les pratiques et qui interagit directement avec les populations. Et donc cette sphère-là, c'est pareil, on a des acteurs qui sont très très variés, des professionnels de santé, des professionnels socio-éducatifs, des associations. Voilà, je ne vais pas faire une liste à la Prévert. On a des contraintes qui sont aussi les contraintes de terrain, des contraintes quotidiennes, et on a besoin de solutions simples, adaptées et faisables. Et donc le défi en termes de transfert de connaissances, c'est de recevoir des connaissances qui soient appropriables, qui soient utiles et qui soient adaptées au terrain. Voilà, donc une fois que j'ai présenté un peu ce triptyque, l'idée c'est que finalement, les savoirs entre ces trois sphères-là, ils circulent difficilement, voire parfois pas du tout. Et c'est précisément là qu'intervient le transfert de connaissances comme pont entre la recherche, la décision et l'action. Alors quand je dis que ça circule difficilement, c'est un euphémisme. Là, je parle de la vallée de la mort, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est un terme que j'emprunte à Graham. Et dans une étude en 2000, Ballas et Boren on dit qu'il faut aller en moyenne 17 ans pour qu'une donnée probante soit intégrée dans la pratique clinique ou dans les politiques publiques. Donc, vous imaginez bien, 17 ans. Alors, vous allez me dire, 2000, ce n'est pas une référence récente. Et pourtant, quand j'ai regardé dans les littératures, c'est toujours 17 ans. On est toujours autour de 17 ans. Donc ça n'a pas bougé. Et donc là, on doit faire des efforts justement pour que cette temporalité se réduise. Mais vous imaginez bien qu'en 17 ans, il y a des choses, il y a de l'eau qui coule sous les ponts. Et entre-temps, les conditions sociales, les conditions politiques, encore plus actuellement, les conditions sanitaires, elles changent. Et ça a pour conséquence de rendre la connaissance qui était contextualisée, qui était temporalisée, et ben, qui peut la rendre obsolète ou inadaptée. Et donc, ce décalage, il va créer un fossé entre deux univers, celui de la production scientifique, qui est justement dans cette temporalité longue, dans cette rigueur, avec une validation aussi par les pairs qui prend du temps, et puis celui de l'action publique et de terrain qui est rythmée, elle, par l'urgence, par la réactivité, par les contraintes institutionnelles. Donc, je vous l'ai dit,
17 ans, donc la référence est un peu ancienne, mais tous soulignent que malgré les progrès, toutes les références que j'ai pu lire soulignent que malgré les progrès, il y a de nombreux obstacles qui persistent, notamment dans les publications tardives, dans l'appropriation tardive, dans le manque d'évaluation aussi de la mise en œuvre. Et puis, il y a aussi, on blâme aussi l'inertie institutionnelle. Donc, dans ce fossé disparaissent de nombreuses innovations prometteuses, des données de recherche, des programmes pilotes, et faute de passerelles, justement. Pardon. Je suis désolée, je ne vous vois pas. Je suis désolée, je ne vous vois pas. Non, je pense que c'est un micro qui n'est pas coupé. Ouais, je suppose, on va le couper. Désolée, je reprends. Comme je ne vous vois pas, du coup, c'était un peu... Et donc, voilà, donc je disais qu'il y a beaucoup d'innovations qui tombent un peu dans ce fossé, hein, c'était faute de passerelles, qui se perdent. Et donc, ce phénomène, il a d'abord été décrit principalement dans le domaine de l'innovation technologique et pharmaceutique, mais en tout cas, il s'applique pleinement à la prévention santé et aussi à la prévention en santé mentale. Ce qui a pour résultat de faire que les résultats de la recherche ne sont pas systématiquement traduits en messages ou en outils utilisables, et même rarement malheureusement. Les décideurs locaux n'ont pas accès à des synthèses qui soient compréhensibles, et puis les praticiens n'ont ni le temps ni les compétences pour interpréter les publications scientifiques. Alors pourquoi ça? Donc, je vais vous parler, d'abord je vais brosser un peu le côté négatif de tous les freins qu'il y a, qui font que ces sphères ne communiquent pas. Et puis après, l'idée, c'est à partir de l'exemple aussi de ce qu'on met en place à l'Institut Présage, de montrer que finalement, il y a quand même des leviers qui permettent justement un transfert de connaissances et une circulation du savoir. Donc les freins. Les freins, c'est effectivement le manque de temps. Et malgré les injonctions, je pense qu'actuellement, on a des injonctions pour les professionnels, pour les politiques, qui sont encouragés à fonder leurs actions sur les données probantes. Il y a quand même des freins qui persistent, qui sont donc ce manque de temps, cette difficulté d'accéder à l'information. Voilà, une publication scientifique, c'est pas accessible pour tout le monde, c'est pas compréhensible pour tout le monde. Et puis, on a aussi des compétences qui sont limitées pour évaluer la qualité de la recherche. À cela s'ajoute aussi une culture et des temporalités qui sont différentes entre les milieux scientifiques et décisionnels, par exemple, si je prends que ces deux milieux-là. Il y a la politique donc, qui va agir dans l'urgence du calendrier électoral, alors que le chercheur, lui, il va raisonner sur le temps long, le temps de la preuve. Et enfin, les représentations mutuelles, elles sont biaisées entre ces mondes. C'est-à-dire qu'il y a une certaine méfiance, une certaine incompréhension aussi qui existe entre ces acteurs. Alors, plusieurs exemples que je reprends de notre ancien directeur scientifique, professeur Franck Chauvin, qui illustre un petit peu justement ce manque de communication et ce manque de transfert entre les sphères. C'est notamment la vaccination HPV. Et donc là, j'en parle d'autant plus qu'on a des collègues de l'Institut Présage qui étaient impliqués dans une recherche nationale sur la vaccination HPV. Et donc, il y a eu une décision de généralisation de la vaccination sans prendre en compte ce travail collectif interdisciplinaire de 4 ans. Du coup, alors là, c'est en train de se régler, mais il y a eu quand même des petits couacs au démarrage de la vaccination HPV. On a aussi une baisse de la consommation d'alcool qu'on a observé sans qu'il y ait de politique publique qui soit associée. Il y avait une absence de coordination entre la recherche et l'action, alors que ça fait un moment que nous, chercheurs en santé publique, on travaille sur la consommation d'alcool, etc. Alors, pourquoi c'est aussi difficile? Donc, il y a tous ces freins-là. Et puis, il y a aussi le fait que finalement, le transfert de connaissances dont je vous parle aujourd'hui,
c'est quelque chose qui est assez récent. Et puis, on n'est pas tous en phase avec une définition. Il n'y a pas une définition. C'est vraiment un concept polysémique. Et on a donc des définitions qui sont multiples. Donc, je suis loin d'être exhaustive dans ce petit tableau-là que je vous présente. Selon les champs, qu'on vienne de la santé publique, qu'on vienne de l'éducation, qu'on vienne du développement communautaire, etc., les termes vont varier. Mais l'objectif, ce qu'il faut savoir, et peu importe finalement qu'on ait des définitions qui sont un petit peu variées, l'objectif, lui, il reste le même, c'est de rendre les savoirs utiles, utilisables et utilisés. Voilà, c'est vraiment 3 points qui sont importants. Donc, on a le concept de knowledge translation ou transfert de connaissances qui a beaucoup été utilisé par nos collègues canadiens et notamment l'équipe Renard, qui voit ça comme un processus dynamique de synthèse, de diffusion, d'échange et d'application pour améliorer la santé, mais pas que, les services et les systèmes également. On a le knowledge transfer and exchange, où là, on est vraiment sur une idée d'interaction continue et de réciprocité entre les producteurs et les utilisateurs du savoir. Et donc, avec l'idée que le transfert de connaissances n'est pas un flux à sens unique, mais vraiment une interaction continue. Je reviendrai un petit peu sur cette notion-là. On a aussi le concept de mobilisation des connaissances qui est beaucoup utilisé dans la recherche participative et communautaire, avec un accent qui est mis sur la co-construction, l'action collective et puis la pertinence sociale des savoirs, avec vraiment cette idée aussi derrière cette notion de mobilisation des connaissances, avec cette idée d'empowerment communautaire. Et puis, on a aussi, alors moi, que je mettrais un petit peu à part, puisque je pense que le courtage de connaissances ou knowledge brokering n'est pas vraiment au même niveau que les autres. Pour moi, c'est vraiment un outil, mais j'y reviendrai aussi, qui désigne donc finalement ce courtage de connaissances qui désigne plutôt les rôles d'intermédiaires qui vont faciliter les liens, la traduction et l'application des connaissances entre les 3 sphères dont je vous ai parlé, la recherche, la pratique et les politiques. En tout cas, maintenant, tous les chercheurs s'accordent, enfin tous ceux qui sont penchés sur le transfert de connaissances, s'accordent pour dire que le transfert de connaissances n'est pas un moment ponctuel. Et en tout cas, bon, s'il y a un moment ponctuel, c'est déjà bien, mais en tout cas, un moment ponctuel ne sera jamais suffisant pour qu'il y ait vraiment une utilisation des connaissances, mais que c'est vraiment un continuum dynamique. Donc, on a d'abord la diffusion, où là, on va avoir une transmission unidirectionnelle, donc qui peut prendre la forme de publications, de conférences, de rapports, où finalement, on a très peu d'interaction entre les sphères. On a l'échange de connaissances. Donc là, on passe dans une interaction qui est plus bidirectionnelle, où on va mettre en place des rencontres entre chercheurs et praticiens, par exemple, des webinaires aussi qui peuvent rentrer justement dans cet échange. Et puis, ça peut être aussi également, avec un cran peut-être un petit peu au-dessus, des communautés de pratique. Et puis enfin, on a la co-construction, donc qui est la production conjointe des connaissances, qui est un peu le niveau ultime, et où on va retrouver là-dedans, et j'y reviendrai sur certains outils qu'on peut retrouver dans les différentes stratégies de transfert de connaissances, où on a donc tout ce qui est comité mixte, living lab, recherche participative. L'objectif, c'est vraiment de passer de cette diffusion des savoirs à une mobilisation collective des connaissances. Et nous, en tout cas, à l'Institut Présage, c'est vraiment dans cette logique que l'on s'inscrit là. Ça ne veut pas dire que la diffusion n'est pas bonne. On fait beaucoup de diffusion et je vous le montrerai tout à l'heure, mais disons qu'on sait que ce n'est pas suffisant pour que les connaissances soient utilisées. Il y a un élément qui est important aussi, c'est que c'est bien de diffuser la connaissance, mais il faut aussi qu'il y ait une appropriation des connaissances. Et c'est un point sur lequel je voulais revenir.
C'est donc le processus par lequel des individus ou des organisations vont prendre connaissance d'une information, donc dans un premier temps sont exposés à l'information, mais ensuite il faut qu'ils la comprennent, qu'ils l'évaluent de manière critique, qu'ils l'intègrent dans leur pratique, dans leurs décisions, dans leur politique, et puis ensuite qu'ils la transforment, et ça c'est vraiment le stade ultime de contextualisation, qu'ils la transforment pour l'adapter à leur contexte. Donc on voit bien que finalement, le transfert de connaissances, c'est un processus qui est actif, et donc on ne peut pas juste recevoir de la connaissance, c'est vraiment un processus qui est actif, c'est un processus qui est social, et c'est un processus qui est organisationnel. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de structures qui favorisent ce transfert de connaissances et qui nous permettent, soit en tant que récepteur, soit en tant qu'utilisateur ou en tant que producteur. Et finalement, on verra par la suite, mais les rôles peuvent aussi s'inverser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le producteur de connaissances peut être aussi à nouveau utilisateur d'une nouvelle connaissance que va produire l'utilisateur initial. J'aime bien ce schéma de Graham. Donc, sur le cycle d'appropriation des connaissances. Donc, voir que voilà, c'est vraiment un cycle. Donc, initialement, pour pouvoir s'approprier la connaissance, pour qu'il y ait une appropriation des connaissances, il faut qu'on ait identifié les besoins de l'utilisateur et puis aussi les barrières, les freins au fait à l'appropriation de cette connaissance. Il faut aussi qu'il y ait une adaptation des connaissances au contexte. On part du bas et puis on remonte de la gauche vers la droite. On va aussi ensuite sélectionner des stratégies. Alors, je vais vous en présenter certaines stratégies. Encore une fois, je serai loin d'être exhaustive. Et sur les stratégies, je vous renvoie aussi au MOOC de l'équipe Renard, qui est une équipe québécoise, qui présente plusieurs stratégies de transfert de connaissances. Et donc, en tout cas, si vous voulez aller plus loin sur le transfert de connaissances, n'hésitez pas à vous référer vers leurs MOOC qui sont gratuits aussi. Donc, sélectionner la bonne stratégie, qui soit la mieux adaptée en tout cas au contexte. Ensuite, mettre en œuvre le processus de transfert de connaissances. Mais ça ne s'arrête pas là. Finalement, il faut ensuite surveiller l'utilisation de la connaissance, évaluer les résultats et pérenniser l'usage. Donc finalement, c'est un processus qui est long et je vous avoue que moi, j'ai encore jamais été jusqu'au bout de ce processus de transfert de connaissances. J'espère qu'on va pouvoir y arriver un jour sur des exemples, mais je n'y ai encore jamais été. Et puis donc, on a un dernier point qui est important, c'est l'utilisation des connaissances. Alors, il y a plusieurs facteurs qui sont liés à la connaissance. C'est est-ce que je trouve que cette connaissance, elle est pertinente? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est accessible pour moi? Quel est le degré de preuve que je vais accorder à cette connaissance? Et est-ce qu'elle est applicable à mon contexte? Ensuite, on a des facteurs qui sont liés à l'utilisateur. Donc, on a le niveau de compétence de l'utilisateur et notamment donc, la littératie en santé, j'y reviendrai un petit peu par la suite, et la culture scientifique. Et là, je parlerai même davantage de littératie en santé partagée. On a aussi la motivation à agir, on a l'expérience passée avec les données probantes, et puis l'identité professionnelle. Est-ce que je suis un professionnel qui est résistant face à des innovations qui peuvent menacer mon expertise, mon expérience, etc. Et puis, c'est ce que je le disais, donc, si vous vous souvenez, je disais que le transfert de connaissances, donc c'était un processus qui était actif, social et organisationnel. Donc, c'est important aussi d'avoir des facteurs qui soient organisationnels, qu'on ait dans l'organisation dans laquelle l'utilisateur se situe, qu'il y ait une culture de l'innovation et qu'il y ait des ressources qui soient nécessaires, un temps nécessaire, un budget qui soit nécessaire et des compétences internes pour qu'il y ait une utilisation de ces compétences. Alors, un transfert de connaissances réussi, ça consiste donc pas seulement à transmettre de l'information scientifique, mais aussi à renforcer
la capacité collective à comprendre, à interpréter et à utiliser les savoirs. Donc ça implique un développement de la littératie en santé chez toutes les sphères finalement que je vous ai présentées, chez les décideurs, chez les professionnels, chez les citoyens. Et donc le TC, il peut être un levier d'empowerment communautaire et permettre justement aux populations de participer à la définition des priorités et à l'évaluation des politiques. Donc ça, c'est aussi un point important. En prévention, cette dimension, elle est vraiment essentielle, notamment tout ce qui est les déterminants de santé, l'habitat, l'alimentation, l'environnement, l'activité physique, qui sont également des déterminants de la santé mentale. Ils exigent une intelligence collective et une appropriation par les communautés. Donc, le renforcement de la littératie en santé partagée, il est vraiment très important. Et en tout cas, le transfert de connaissances permet aussi un renforcement de cette littératie partagée. Alors, je voulais vous présenter justement, en reprenant un petit peu mon schéma de diffusion, échange et co-construction, je voulais vous parler de différentes, vous illustrer un petit peu différentes stratégies de transfert de connaissances. Donc déjà, vous dire ce qui existe sans être exhaustive, et puis vous présenter un petit peu, nous, ce qu'on fait à l'Institut Présage. Donc, on a ce qu'on appelle les stratégies descendantes. Donc là, on est dans le premier niveau de la diffusion. On appelle ça aussi les push, où l'objectif, c'est de diffuser activement des connaissances. Donc les connaissances, là, c'est plus le chercheur qui va estimer, là, j'ai une connaissance qui est vraiment est utile, j'ai un résultat qui est vraiment utile, et donc je veux le transférer vers les professionnels, vers les décideurs, vers les citoyens. Il y a un défi pour favoriser donc l'appropriation des connaissances, c'est qu'il faut, c'est pas le tout de les diffuser, mais il faut rendre les connaissances claires et utilisables. Et pour ça, il existe des outils à disposition. Alors, moi, je ne suis pas la meilleure traductrice de connaissances. Il y a un travail, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas, voilà, nous, chercheurs, on a un langage qui est particulier et qui n'est pas compréhensible par les autres sphères, pas toujours compréhensible par les autres sphères. Et donc, il faut adapter son langage. C'est un petit peu, moi, par exemple, je parle le français, je ne maîtrise pas toutes les subtilités du grec et je maîtrise encore moins je ne maîtrise pas le grec du tout et je maîtrise encore moins le contexte, finalement, puisque je ne vis pas en Grèce, etc. Donc, il va falloir qu'il y ait un interprète, qui est quelqu'un qui m'aide à traduire, finalement, ma connaissance pour qu'il soit compris et utilisé par le public cible. Alors, si je reviens un petit peu sur ces outils, on a donc tout ce qui est fiche de synthèse ou Policy-Brief, donc qui sont des formats courts de 1 à 2 pages, structurés pour des décideurs. Je suis désolée, je bouge un peu, j'ai la lumière qui s'éteint. Donc là, voilà, le public cible, c'est plutôt des décideurs, des élus, où on va donc avoir un usage l'idée, c'est d'arriver à convaincre rapidement une direction, par exemple une collectivité ou des partenaires. L'avantage, c'est que c'est très accessible, c'est actionnable, mais le risque, c'est qu'on 2 pages, c'est assez court, donc qu'on simplifie à l'excès. Et puis, il faut être sûr aussi que ces fiches de synthèse soient lues par le public qu'on cible. On a aussi tout ce qui est infographie de connaissances, qui sont des outils qui sont utilisés, donc qui sont des outils très visuels, des schémas, des résumés. Donc là, qu'on utilise plutôt dans des communications publiques pour faire de la sensibilisation, dans un objectif de sensibilisation principalement. L'avantage, c'est que ça accélère la compréhension parce que c'est très visuel, mais ça nécessite aussi de bonnes compétences graphiques qui ne sont pas des compétences qui sont forcément à la disposition de tout le monde. On a d'autres outils plus classiques qui sont les séminaires et les conférences. Donc là, c'est des sessions d'explication directe par un expert ou un chercheur. Donc là, on est surtout sur la diffusion de résultats de recherche ou de mise à jour scientifique.
On est sur des interactions qui sont limitées, même si souvent on met en place une partie de questions-réponses. Et c'est assez unidirectionnel, et donc finalement, il y a peu d'appropriation. Nous, de l'expérience qu'on a, donc on fait beaucoup de séminaires et conférences parce que finalement, c'est assez accessible, c'est assez facile, c'est des formats qu'on maîtrise, en tout cas en tant que chercheur. Mais quand on analyse un petit peu les gens, quand on fait des conférences grand public, quand on analyse un peu les gens qui participent à ces conférences, on se rend compte qu'on ne touche pas finalement les publics qui ont le plus besoin de la connaissance, et que finalement, c'est des gens qui ont déjà une littératie en santé qui est élevée. Donc, malheureusement, on contribuerait plutôt à creuser les inégalités sociales de santé qu'à les réduire, et c'est un petit peu aussi un des objectifs de la santé publique. Et puis, on a aussi tout ce qui est formation en ligne, MOOC, donc là, qui sont des modules qui sont plus structurés, qui sont accessibles à plus grande échelle. Et donc là, on peut l'utiliser pour acculturer une équipe, par exemple, pour monter en compétences. Mais la limite, c'est qu'on a un engagement qui est très variable et un taux d'abandon qui est aussi très élevé. Alors, nous, je vous l'ai dit, on met en place justement des stratégies de diffusion des savoirs, des pratiques, des innovations. Notre objectif, c'est vraiment de rendre les résultats de la recherche accessibles et surtout visibles pour un large public. Donc là, nous, on se positionne aussi sur des transferts unidirectionnels. Donc, avec des conférences grand public. Ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on essaye, et ça, c'est un travail, ce qu'on a fait vraiment en partenariat avec des différents partenaires. Ce qu'on a fait, c'est vraiment d'essayer de varier les types d'interventions. Donc, historiquement, on faisait beaucoup de conférences grand public. Voilà, on essaye donc maintenant de faire des vidéos courtes, de varier les formats aussi de vidéos, de faire des communications vulgarisées dans les médias, mais aussi des podcasts, des ciné-débats, des pièces de théâtre, etc. Si on a pu varier, finalement, l'idée, elle vient pas tellement de nous, c'est aussi l'idée de varier nos supports de communication, elle vient surtout des partenaires avec lesquels on travaille. Et ça m'amène à dire que pour pouvoir réaliser ça, on a déjà besoin d'un certain nombre de prérequis. Pour pouvoir, ne serait-ce que diffuser des savoirs et des pratiques, il faut déjà, que nos collègues soient sensibilisés au transfert de connaissances et la volonté de le faire. Moi, je le dis toujours, je n'ai pas eu cette difficulté-là au sein de l'Institut Présage parce que je pense en tout cas que les chercheurs avec lesquels je travaille étaient déjà tous sensibilisés et donc étaient déjà tous convaincus qu'il y avait un besoin de diffuser la connaissance. Ça nécessite donc des partenariats qui vont nous amener, par exemple, moi, j'aurais été incapable seule de monter une pièce de théâtre, c'est pas mon métier, c'est pas mon travail, mais voilà, grâce à un partenariat, on a pu être en lien avec une troupe de théâtre et qui ont pu adapter les résultats d'une étude et le traduire sous forme de pièces de théâtre, sous forme de bande dessinée, etc. Et puis, ça nécessite aussi des moyens, le transfert de connaissances, qui sont des moyens de communication. Donc, nous, on développe aussi des sites internet pour les projets à destination des patients, des professionnels. On a aussi lancé des newsletters, etc. Mais voilà, ça demande à la fois du temps, ça demande aussi d'avoir des gens qui soient capables, donc des moyens de communication pour pouvoir réaliser tout ça. Voilà, donc ça, c'était pour les stratégies un petit peu unidirectionnelles. Je vais maintenant vous parler du transfert bidirectionnel, donc des stratégies qu'on appelle plutôt réceptrices. Donc là, on se pose plutôt du côté du récepteur. Et donc là, c'est l'objectif, c'est de permettre aux acteurs de chercher eux-mêmes les connaissances dont ils ont besoin. Et donc, le défi pour qu'ils puissent s'approprier les connaissances, c'est d'arriver à créer des environnements favorables. Quand je dis environnement favorable, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'arriver à créer une culture de l'innovation, d'arriver à faire en sorte que dans la structure, il y ait un temps qui soit dédié justement pour ce transfert de connaissances, et puis qu'il y ait aussi un leadership qui soit actif, qui soit convaincu, et puis qu'on soit aussi dans un processus d'amélioration continue des pratiques. Alors, quelques exemples d'outils qu'on peut positionner dans ces stratégies réceptrices ou bidirectionnelles sont tous les groupes d'échange en fait qu'on peut créer
autour de communautés de pratique entre professionnels, chercheurs, décideurs. Donc cet usage, c'est d'avoir une amélioration continue. Donc là, on s'inscrit dans un temps qui est beaucoup plus long. On était là sur quelque chose d'assez ponctuel sur les stratégies unidirectionnelles de transfert de connaissances. Là, on s'inscrit dans un temps qui est plus long. La force, c'est qu'on a un apprentissage qui est horizontal, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le sachant qui diffuse vers les apprentis, mais on est vraiment plutôt dans une forme d'apprentissage horizontal. Les limites, c'est que ça nécessite une animation qui soit forte, et donc ces communautés pratiques, elles peuvent aussi risquer l'essoufflement. Ce qui peut se passer aussi, c'est que on peut avoir une multitude de communautés de pratiques qui favorisent aussi ce risque d'essoufflement. On a aussi, dans les outils, on a aussi tout ce qui est observatoire, donc collecte, analyse et diffusion de données contextualisées, que ce soit sur les territoires, sur les populations, sur des secteurs. Donc là, l'usage, il est plutôt pour les politiques publiques, pour savoir quelle action on va prioriser. La force, c'est qu'on a une vision systémique et longitudinale. La limite, c'est que c'est très lourd à mettre en place, et puis on dépend beaucoup des volontés institutionnelles. Alors nous, sur ces stratégies justement d'échange et d'expertise conseil, notre objectif, c'est de favoriser les interactions réciproques entre les chercheurs, les décideurs et les acteurs de terrain. Donc, on a intégré des groupes de travail, que ce soit au niveau des décideurs, au niveau des collectivités, donc les ARS, les collectivités. On fait aussi beaucoup de consultations et de soutien scientifique pour des associations, pour des partenaires, surtout associatifs. Et puis, on s'est formé à l'accompagnement de la capitalisation des expériences en promotion de la santé. Et des premiers retours qu'on a, c'est que cet outil-là, cet outil CAPS, qui est proposé, donc la formation, elle est proposée par la SFSP et et j'ai mangé l'autre acteur, je suis désolée pour eux. Et donc l'outil CAPS, pour nous, donc déjà c'est un outil qui est apprécié des acteurs de terrain, parce que c'est un outil qui leur permet une prise de recul sur les actions qu'ils ont pu mettre en place. Donc ça leur permet, eux, de se dégager un peu de cette contrainte quotidienne et de prendre du recul sur ce qu'ils ont mis en place. Et ensuite, d'utiliser ça comme point de départ pour une coopération justement entre acteurs de terrain et chercheurs. Pour l'acteur de terrain, donc ça permet de répondre à un besoin immédiat de valorisation de son ou de ses actions. Et puis nous, pour les chercheurs, ça facilite aussi la compréhension des actions, la compréhension du contexte dans lequel ont lieu ces actions et les programmes qui sont développés. Donc, c'est un point de départ qui peut permettre derrière de développer des approches plus interactives de transfert de connaissances ou voire même de nouveaux projets de recherche. Encore une fois, il y a un certain nombre de prérequis qui sont nécessaires pour pouvoir mettre en place ces stratégies de transfert de connaissances. Il faut bien sûr que l'écosystème soit sensibilisé à la prévention en santé mentale aussi, pour ce qui vous concerne. Et puis, il faut que les chercheurs soient aussi formés. Nous, on a eu la chance d'être 2 à pouvoir se former au sein de l'Institut, à pouvoir se former à cet accompagnement, mais voilà, il faut aussi qu'on ait des chercheurs qui soient formés à ces outils. Des chercheurs, ou en tout cas des partenaires qui soient capables de le faire. Et enfin, donc, je termine sur les stratégies interactive exchange, donc, qui sont les stratégies les plus efficaces, et c'est pour ça que je termine sur ces stratégies-là, où l'objectif, c'est de coproduire, de contextualiser et de discuter les connaissances avec les futurs utilisateurs de ces connaissances. Et donc, le défi pour l'appropriation des connaissances, c'est vraiment d'impliquer les utilisateurs dès le début et d'accompagner à la mise en œuvre du transfert de connaissances. C'est-à-dire qu'on n'est plus, ce n'est plus nous qui allons piloter le transfert de connaissances, mais on va accompagner à la mise en œuvre de ce transfert de connaissances. Quelques exemples d'outils
qui sont donc les ateliers participatifs, où là, on a vraiment une co-construction entre chercheurs, professionnels, citoyens. Donc, ça peut avoir des formats différents comme les World Café, des cartographies, des séances de design thinking. L'usage, c'est vraiment d'avoir un choix d'indicateurs, de pouvoir prioriser aussi les actions et d'adapter une intervention au contexte. Donc là, on a une appropriation qui est forte parce que du coup, la production, elle est contextualisée. La limite, c'est que ça demande aussi il faut qu'il y ait une facilitation experte. Donc, quelque part, il faut qu'il y ait un médiateur qui soit capable de faire le lien justement pour mettre tout le monde sur le même niveau et donner la parole à tout le monde. Donc ça, c'est pas forcément toujours évident de mettre en place. On a aussi donc les Living Labs, qui sont des espaces réels, des territoires, des structures où les innovations sont testées en situation. Donc là, ça permet de valider, d'avoir des validations de terrain sur les nouvelles pratiques, sur des prototypes, etc. Donc la force, c'est qu'on est vraiment en immersion, on fait des tests qui sont concrets. Les limites, c'est que c'est coûteux. C'est toujours très compliqué de mettre en place un Living Lab, ça demande beaucoup de personnel, d'énergie, etc. Et que la coordination de ces Living Labs, elle peut être complexe. Et puis enfin, nous, en recherche interventionnelle en santé des populations, on a aussi la recherche participative qui sont des outils de transfert de connaissances, puisqu'on va impliquer systématiquement les acteurs dans toutes les étapes, donc que ce soit l'identification du problème, de la question de recherche, des méthodes, des données, etc., la production des données, des recommandations. Donc vraiment, l'acteur est impliqué. Donc l'avantage sur ces recherches participatives, c'est qu'on est vraiment sur cet empowerment, sur cette transformation sociale, qu'on a un ancrage vraiment local des interventions. Donc, la force, c'est que c'est pertinent, c'est aussi les connaissances qui sont le mieux acceptées et qui sont intégrées le plus dans la durée. La grosse difficulté, vous l'aurez deviné, c'est le temps, parce que ça nécessite un temps extrêmement long. Et puis aussi, c'est de veiller à l'équilibre des pouvoirs qui peut parfois être difficile quand on fait se rencontrer des acteurs qui n'ont pas l'habitude de communiquer et de travailler ensemble. Et enfin, donc, le courtier de connaissances, alors qui est un outil, c'est plutôt un rôle, et je vous parlais tout à l'heure d'interprète, et pour moi, le courtier de connaissances, c'est vraiment cet interprète-là. C'est un professionnel intermédiaire qui fait le pont justement entre la recherche et l'action ou la recherche et la décision. Et sa fonction, c'est donc de parler finalement les deux langues. C'est donc de faire la synthèse, de les adapter, de faire la médiation, de faire la mise en réseau. Et donc les usages, ça peut être pour des établissements de santé. Finalement, le courtier de connaissances, c'est quelqu'un qui est détaché du monde de la recherche pour intégrer directement une nouvelle structure. Donc ça peut être effectivement un établissement de santé, une collectivité, un ministère. Il y a eu des exemples en ARS Île-de-France. La force, c'est que ça accélère et que ça fluidifie vraiment le transfert. La limite, c'est qu'en France, en tout cas, on a un statut qui est encore un peu flou sur ces courtiers de connaissances. Alors, on a un réseau qui est en train de se créer sur les courtiers de connaissances, mais voilà, il y a aussi un statut qui est flou et donc, du coup, un problème de financement pérenne, en tout cas, pour ces statuts-là. Je vais peut-être accélérer. Donc, nous, à l'Institut Présage, on essaye aussi de mettre en place des stratégies de co-construction. Je vous avoue que, à mon goût, j'aimerais qu'on aille encore plus loin. Je ne désespère pas, on va y arriver. Donc, l'idée, c'est de développer des connaissances et des interventions conjointement, donc avec les acteurs concernés. Alors, on l'a fait beaucoup avec des structures, mais finalement peu avec le public cible directement. On l'a fait plutôt avec les professionnels, mais peu avec le public cible directement. Donc, on l'a fait dans le cadre d'un projet sur l'habitat pour améliorer l'habitat dans le logement social. Et donc là, l'expérience qu'on a eue, c'est que c'est un projet qui est long, de plus de 3 ans. Et il nous a fallu on était 3 acteurs, partenaires différents. Il nous a déjà fallu 1 an pour arriver à un langage commun, à entendre les mêmes choses. Donc, c'était assez long. On a aussi tout ce qui est coproduction de connaissances et d'outils.
Mais le prérequis un petit peu de ça, c'est de mettre en place des temps d'échange qui sont répétés, qui ne sont pas forcément financés par la recherche ou par d'autres, pour les acteurs de terrain, qui ne sont pas forcément financés pour les appels à projets. Et donc pour mettre en place des temps d'échange répétés entre les parties prenantes. Voilà, donc je vous ai parlé des stratégies, je vous ai parlé des freins. Je vais vous parler maintenant des leviers, puisque j'aime bien finir sur ce qui est sur le côté positif. Mais je vous ai présenté un triptyque et finalement, de notre expérience, ce triptyque-là, il est un peu plus large que ça sur les acteurs du transfert de connaissances. Et c'est peut-être aussi pour ça que le transfert est difficile, c'est qu'on n'arrive pas toujours à identifier cet écosystème d'acteurs. Donc, on a effectivement les producteurs de connaissances, mais ce qui nous manque, et j'en ai parlé avec les courtiers de connaissances, c'est ces intermédiaires-là. Ces professionnels ou ces structures, ça peut être aussi une structure qui traduise la science, qui synthétise les données, qui facilite les liens entre chercheurs et décideurs et qui accompagne finalement la mise en œuvre du transfert de connaissances. Et pour moi, ils jouent vraiment un rôle clé dans la médiation des savoirs, ces structures intermédiaires. Et donc, je pense qu'il est nécessaire de renforcer ces structures-là, ces structures de transfert de connaissances, pour accélérer, justement, faciliter et puis aussi professionnaliser le transfert de connaissances. On a les décideurs et les gestionnaires, on a les professionnels de terrain, mais je pense qu'il ne faut pas non plus oublier les premiers concernés qui sont les citoyens, les usagers, les familles, les communautés, peu importe comment on les appelle, pour garantir vraiment la pertinence sociale de la connaissance. Alors, quels sont les leviers? C'est déjà d'instaurer des relations de confiance et une continuité dans les liens. On retombe un petit peu sur le titre que j'ai donné à cette présentation. Donc, le transfert de connaissances, ça ne repose pas uniquement sur la diffusion d'informations, mais vraiment sur la qualité des relations entre les acteurs. Les interactions qui sont productives sont des moments où la recherche et la société vont vraiment se rencontrer. Donc, il faut vraiment trouver des temps de rencontre, de collaboration, de débat aussi. Il faut aussi trouver des temps où on n'est pas d'accord, on ne s'entend pas, et de co-évaluation. Et donc, il faut éviter les relations éphémères, limiter à la durée d'un projet, etc. Alors, vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, voilà, un facteur de réussite, c'est vraiment la continuité des liens, c'est le temps long pour que la confiance s'installe. Et la confiance, elle s'installe par la régularité, par la réciprocité. Et puis, il faut aussi vraiment cette médiation, ce rôle de traducteur, d'interprète, de courtier de connaissances qui est essentiel pour entretenir les liens. On a aussi un levier essentiel, finalement, pour que la connaissance soit utile, utilisable et utilisée, c'est qu'il faut adapter le transfert aux contextes locaux. On n'a pas de modèle universel de transfert de connaissances. J'espère que vous l'aurez un peu vu par cette présentation, mais voilà, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs stratégies. Et les stratégies, elles sont efficaces quand elles sont contextuelles, quand elles sont liées au secteur, et donc elles sont sensibles au territoire, elles sont sensibles à ses contraintes, elles sont sensibles à ses dynamiques. Et puis, il est essentiel aussi d'adapter les messages au langage et au cadre de référence des publics. Et enfin, il faut tenir compte des contraintes de temps, de ressources et de politiques locales. Et puis, il faut travailler vraiment avec les acteurs locaux. Et il faut favoriser l'appropriation aussi par les acteurs eux-mêmes, par la co-construction, dans une dynamique assez horizontale. Un autre levier, c'est d'articuler chercheurs, décideurs, professionnels, communautés. C'est de laisser du pouvoir d'agir à chaque acteur. Et ça, finalement, c'est des leviers qu'on retrouve très fortement dans les recherches participatives, mais c'est de laisser du pouvoir d'agir à chaque acteur. C'est aussi se dire que nous, chercheurs, on n'est pas toujours les meilleurs courtiers de connaissances. Et donc, c'est ne pas hésiter à faire appel justement
à des courtiers de connaissances, à des gens qui parlent finalement toutes les langues, de trouver des structures qui soient capables d'assurer la continuité des liens. Et puis, donc, bien sûr, le nerf de la guerre, c'est finalement un petit peu l'argent, mais nous, on s'y est un petit peu heurté aussi, c'est que souvent, on a l'argent qui finance la recherche, mais on a peu de financement, voire pas de financement, qui sont dédiés pour le transfert de connaissances. Jessica, tu penses avoir Oui. fini bientôt, qu'on garde un petit peu de temps pour... Je conclue. Ouais, je conclue. Parfait. Donc voilà, du transfert au dialogue durable entre recherche et société. 3 principes donc, pour un dialogue durable: la réciprocité, les interactions répétées et structurées, une appropriation et un empowerment. J'aurais pu rajouter aussi empowerment. Donc un dialogue qui favorise la littératie partagée et qui renforce le pouvoir d'agir. Donc voilà, ça c'est ces 3 principes qui sont essentiels. Et donc en conclusion, je dirais que le transfert de connaissances, c'est un processus qui est relationnel. Il ne faut pas l'oublier. Ça prend du temps, mais voilà, ce n'est pas seulement un processus qui est technique, c'est vraiment un processus qui est relationnel. Qu'il y a des modèles qui existent, mais qu'il faut qu'ils soient contextualisés, qu'il faut qu'ils soient adaptés. Il y a des outils qui existent, mais il faut qu'ils soient adaptés. Et surtout, voilà, j'y tiens, mais ce temps long dont je vous ai parlé tout le long, mais cette durabilité, c'est-à-dire faire perdurer les liens entre les acteurs. Voilà, je vous remercie. J'ai peut-être été un peu longue, je vous prie de m'excuser. Et puis, je vous remercie de votre écoute et de votre attention. Et si vous avez envie d'en savoir plus, ou si vous êtes intéressé, ou si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, après ce webinaire, à me contacter par mail. Merci beaucoup, Jessica, pour cette belle présentation. On va passer aux questions. J'ai vu qu'il y avait Monsieur Bordet-Jonathan qui avait levé la main pour une question. Allez-y. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Eh ben, merci pour votre présentation riche. Il se trouve que moi, je suis coordinateur d'une communauté de pratique sur la prise en charge des premiers épisodes psychotiques sur le territoire du Rhône. Donc, ça me parle totalement votre présentation, et je voudrais y revenir sur 2 points. Vous avez parlé de l'importance du renforcement d'une littératie partagée pour conforter le transfert de connaissances. Et effectivement, je vous rejoins. Et quand on parle de santé mentale, il me semble que ce n'est pas seulement la littératie partagée, c'est aussi tout le travail de déstigmatisation qu'il y a à faire autour, notamment pour intégrer des personnes concernées. Vous avez mentionné la difficulté qu'il peut y avoir de trouver un équilibre pour que chaque participant de ce transfert de connaissances trouve sa place. Mais effectivement, en santé mentale, s'il s'agit d'intégrer pas que des professionnels, des chercheurs, des décideurs, mais aussi des personnes concernées, c'est un point sur lequel je vous rejoins totalement. Et je voulais aussi mentionner que voilà, notre communauté de pratique qui existe depuis 4 ans sur le territoire du Rhône, je vous rejoins aussi sur les tensions que vous avez mentionnées entre la nécessité de rester territorialisé et assez local pour que le transfert puisse se faire, pour qu'il y ait une interconnaissance des acteurs et une confiance suffisante pour créer du lien et que le transfert puisse se faire. Et une diffusion un peu plus large. Il se trouve que nous, après 4 ans d'existence, le dispositif est initialement porté par les 3 EPSM du Rhône, le Vinatier, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Cyr au Mont-d'Or. Et on est un peu confronté à cette question. On a intégré des acteurs plus largement. Il y a 300 acteurs actuellement dans la communauté de pratique. Et se rejoue continuellement cette tension entre rester sur des problématiques locales ou élargir la diffusion. Et voilà, on y répond en diversifiant les activités, mais voilà, je voulais juste souligner ces points qui sont plus des remarques que des questions. Désolé, mais en tout cas, merci pour votre présentation. Merci pour votre retour. Et cette déstigmatisation, elle est importante. Alors moi, j'ai peu travaillé finalement en santé mentale, mais on a fait un travail sur l'agisme.
Et on avait la première étape, c'était de faire reconnaître déjà que ce type de discrimination existait. Et donc tout un travail aussi, alors c'est pas de la déstigmatisation, mais vraiment quelque part si aussi, il y a une forme de stigmatisation des personnes âgées qui s'opéraient, mais voilà, qui a été un travail, et c'est très long. Mais on finit par y arriver, en tout cas sur cet exemple de l'agisme, si ça peut aussi être porteur d'espoir. Au début, on n'arrivait pas à mobiliser, les gens nous regardaient, ils nous rigolaient au nez un petit peu quand on parlait d'agisme. Et puis, on a vraiment la pièce de théâtre, c'est avec donc des acteurs sur l'agisme qu'on l'a montée, et vraiment, on a vraiment on a senti monter justement un intérêt autour de cette thématique-là, et on a pu construire des choses nouvelles, et on a pu former des gens aussi, un peu comme on forme des gens au premier secours en santé mentale, et ben on a aussi formé des gens sur ces questions de l'agisme. Donc on finit par y arriver, mais c'est très long. Et en santé mentale, et je m'arrêterai là parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais il y a aussi la montée en puissance de la pérédance et la reconnaissance de ce corps de métier qui joue vraiment ce rôle d'intermédiaire entre le savoir expérientiel et le savoir scientifique et professionnel, et qui est intéressant comme rouage dans le transfert de connaissances. Et d'ailleurs, je vois les pairs aidants, merci de faire la remarque, mais ils peuvent être des très bons médiateurs en santé ou courtiers de connaissances. Voilà, ils peuvent justement jouer ce rôle de pont entre les sphères pour en tout cas le transfert des savoirs et de la connaissance. Merci beaucoup. Étant donné qu'il est l'heure, si jamais il y a d'autres questions, Julien. Ah, d'accord, pas autant pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y avait une deuxième main levée tout à l'heure. Peut-être que la personne a dû partir, mais comme on a commencé à 35, je vous propose qu'on finisse à 35. Donc oui, donc je n'ai pas repéré qui avait levé la main, désolé, mais en tout cas, j'ai peut-être une question, j'en profite moi-même vu qu'on a quelques minutes encore. Tu l'as dit, ça prend du temps. Et puis, alors, il y a des dimensions que tu as abordées, ce qui est tout à fait normal vu le temps imparti, mais c'est notamment le fait que dans une carrière de chercheur, c'est pas forcément ce qui est le plus valorisé non plus, de travailler là-dessus. C'est-à-dire que voilà, un chercheur typiquement universitaire, il va pas voir sa carrière progresser parce qu'il fait du transfert de connaissances, pour le dire un peu vite. Donc, est-ce que ça veut dire que qu'il faudrait que ce soit d'autres institutions qui portent ça? Comment vous avez finalement réussi à intégrer ça au sein de Présage? Comment t'expliques que vous avez pu avoir cette démarche-là? Est-ce que vous avez bénéficié de soutien particulier pour vous lancer là-dedans? Oui, alors nous, on avait eu un soutien de la DGS pour pouvoir mettre en place ces actions-là. Dans une idée aussi, alors finalement je suis un peu déçue, mais voilà, il y a eu un moment où se sont créés des centres de ressources et d'expertise en santé publique, des centres régionaux de ressources et d'expertise en santé publique. Et donc l'Institut Présage avait été plus ou moins labellisé Centre régional de ressources et d'expertise en santé publique. Donc effectivement, on a eu des financements qui nous ont permis aussi de modéliser pour l'Institut le transfert de connaissances, de varier aussi nos formats, de vraiment y réfléchir, de vraiment savoir aussi vers quel type de transfert de connaissances on voulait y aller. Là où je te rejoins totalement, c'est que nous, on est valorisés, enfin nos chercheurs, on est valorisés sur notre production scientifique finalement. Et donc, on est évalué par les points, le nombre de publications scientifiques, et le reste, finalement, peu. Et donc, ça dépend du bon vouloir. Mais ce que je disais, c'était un peu le constat que je brossais. Alors, je prenais mon cas personnel, mais finalement, je sais que c'est partagé par beaucoup, et je pense que tu me rejoins aussi là-dessus, de se dire que nous, c'était cette frustration de se dire que finalement, on fait des choses et on voit que ça pourrait servir, que ça pourrait être utile, et que finalement, c'est pas réutilisé. Et donc, j'ai eu la chance d'être dans un environnement, dans un écosystème qui soit favorable aussi. On a commencé le transfert de connaissances, on a vraiment commencé à un niveau local.
il y a deux choses qu'on peut faire. Il y a déjà, moi je pense qu'il y a un travail qui est quand même à faire auprès des chercheurs pour les sensibiliser à l'importance du transfert de connaissances. Donc peut-être des formations à faire auprès des chercheurs, etc. Et il y a quand même une certaine évolution. Moi je vois, puisque j'accompagne aussi des étudiants en thèse, j'encadre des étudiants en thèse, et maintenant il est demandé pour un étudiant, donc futur docteur, d'avoir réalisé des missions, alors ils appellent ça de vulgarisation, donc on n'est pas vraiment encore sur du transfert de connaissances, mais j'ose espérer, moi j'ai fait en tout cas auprès de mon école doctorale, j'ai fait le retour qu'on pouvait peut-être aller plus loin sur du transfert de connaissances. Donc finalement, bon, nous, nos doctorants, ils n'ont pas trop de mal à cocher cette case-là, mais du coup, c'est bien aussi que ça vienne aussi des décideurs, des écoles doctorales, etc., et qu'ils intègrent ça dans les éléments essentiels pour pouvoir valider le grade de docteur. C'est vrai que ça pose la question des critères de jugement très en amont au niveau des projets de recherche. C'est-à-dire qu'il faudrait que le financeur ait comme critère, est-ce que l'utilisateur de connaissances finales aura la possibilité d'accéder aux connaissances produites par le projet, aura la possibilité de comprendre le projet, etc. Et ça, c'est vrai que c'est pas des critères qui aujourd'hui sont courants dans les appels à projets. Non. Mais parce que peut-être que même au niveau des financeurs, on n'en est pas encore à ce niveau-là de se dire il faut que ce soit utilisable, il faut que ce soit repris, etc. Ouais. Juliette, et ce sera la dernière question. Bonjour, Juliette. Et dans la même, c'est pour compléter, dans la formation des soignants, il y a aussi quelque chose à développer du côté de se sentir légitime à recevoir des connaissances et que ce domaine-là n'appartient pas que, par exemple, au niveau doctoral, mais aussi au niveau paramédical. Oui, tout à fait. Quand je parlais de culture partagée, c'est vraiment ça. C'est que je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire dans les formations, justement pour l'utilisation de ces connaissances, l'appropriation de ces connaissances, et surtout la hiérarchie. Moi, je trouve qu'il y a une certaine forme il y a encore une certaine forme de hiérarchisation des connaissances. Et finalement, l'expérience, la connaissance pratique, elle n'est pas inférieure à la connaissance scientifique. Et c'est ce qu'on voit vraiment dans les démarches participatives, c'est d'arriver aussi à dire que en tant que praticien, on a aussi une connaissance qui va être utile aussi aux chercheurs, qui va être utile aussi aux patients, Le terme hiérarchie est très important parce que ce sont tous des milieux très, très verticaux, avec des formations très verticales, compétitives, où c'est pas du tout horizontal. Et donc, ça prend énormément de temps d'horizontaliser les relations dans des milieux, que ce soit la recherche ou la santé, qui sont très, très verticaux. Oui, ça prend du temps et effectivement, c'est pas naturel. Donc, c'est très compliqué. On pourrait presque parler de littératie scientifique parce que quand tu évoquais le fait d'aller savoir chercher l'information, d'aller la comprendre, de l'intégrer dans ses pratiques, en fait, on retrouve quasiment la définition de ce qu'est la littératie. Donc voilà, on pourrait parler de littératie scientifique, aider les soignants, les paramédicaux, les médicaux à se sentir légitimes à aller chercher l'information scientifique, à la comprendre, puis à la réintégrer dans les pratiques. Dans les pratiques, oui. Et puis même à produire, je pense qu'ils sont aussi producteurs de connaissances. Il ne faut pas oublier cette casquette-là, je pense qu'ils sont aussi producteurs de connaissances.